Bonjour, et si le monde de la physique n'en était actuellement qu'à l'âge de pierre de la recherche? Et si le paradigme de leur recherche était complètement à côté de la plaque? Alors oui, je vous l'accorde, ces idées, ces hypothèses que j'émets sont peut-être farfelues a priori, mais je vous invite à rester avec moi parce qu'on va balayer quelques réflexions qui vont vous permettre de voir qu'en effet, le paradigme du monde de la recherche physique est peut-être complètement dépassé, et ce n'est pas moi qui l'avance, ce sont les maîtres spirituels depuis des milliers d'années. Allez, à tout de suite. Bonjour, Arnaud Guetcheux. J'ai un long parcours dans la tradition tibétaine avec en particulier 2 longues retraites coupées du monde pendant 5 ans, ce qui m'a donné suffisamment d'expérience et une connaissance, on va dire, relativement subtile des enseignements du Bouddha pour pouvoir transmettre, et donc je suis lama dans la tradition Shangpa et Kagu et je transmets en ligne. J'ose utiliser cet extraordinaire média qu'est Internet pour vous transmettre des messages et dialoguer avec vous. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus, et nous voici pour parler d'un sujet qui me passionne, la croisée entre science et spiritualité, mais vous allez voir d'une façon très concrète et relativement simple, sans partir dans des théories où il faut être expert pour appréhender le sens de ce qui est évoqué. Alors je disais en introduction, je vous questionnais, je vous disais, ne pensez-vous pas que la science, en particulier la physique, est peut-être complètement à côté de la plaque? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on va considérer les 2 paradigmes, celui de la recherche de la science physique et le paradigme du Bouddha. On va expliciter les choses très simplement. La science physique cherche à expliquer ce qu'est la matière et les objets que l'on expérimente. En revanche, les spiritualités gnostiques, contemplatives, telles que les enseignements du Bouddha, ce sont des spiritualités qui étudient non pas la nature de la matière, mais la nature de nos perceptions. Ça veut dire la nature de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, de ce que l'on expérimente. Et du coup, cette visée ou cette direction, c'est un tout autre domaine. On va expliquer ça de façon relativement simple aujourd'hui. Donc revenons à la physique. La physique avance que il y a de la matière et nous voyons les objets, nous voyons de la matière, et donc la physique cherche à expliquer ce qu'est la matière. Et donc il recherche des entités, puisque le postulat de base c'est que la matière et les objets existent, alors on va chercher ce que c'est. Donc voilà le postulat de base. Nous sommes ici, il y a moi d'un côté et les objets et la matière de l'autre. Donc, dans cette expérience-là, il est normal de vouloir chercher qu'est-ce que c'est que cette matière que l'on touche, que l'on manipule? Quelle est la nature du monde physique? Vous voyez bien que cette façon de considérer la situation est animée d'un postulat de base qui va complètement comme formater les recherches et la façon de penser. Et ce postulat, c'est donc la matière existe et on va chercher à démontrer ce que c'est. Maintenant, revenons aux enseignements du Bouddha, mais l'essence de ce qu'on va dire ici concerne l'ensemble des grandes traditions spirituelles contemplatives, donc les voies gnostiques. Le Bouddha, au fil de son cheminement, en est arrivé à la conclusion, qui n'est pas conceptuelle, intellectuelle, mais qui est vraiment une expérience directe, il en est arrivé à la conclusion que tout ce que l'on expérimente, finalement, c'est le rayonnement de notre conscience visuelle, conscience olfactive, conscience gustative, conscience mentale, conscience, j'ai oublié des sens, mais en tout cas, donc ce sont nos consciences sensorielles et notre conscience mentale. Donc tout ce que l'on expérimente, c'est donc le rayonnement de notre esprit, de nos consciences. Et si c'est donc le rayonnement de nos consciences, tout est exactement comme dans un rêve, où dans le rêve tout est rayonné par l'esprit. Et cette expérience-là a été vécue par
tous les réalisés de l'ensemble des grandes traditions spirituelles. Il n'y a pas que le bouddhisme qui parle de ça. Si vous lisez les textes fondateurs des plus grandes traditions spirituelles dans le monde aujourd'hui, vous verrez que leurs mystiques, et même les textes fondateurs, sans cesse vous parlent du monde des cieux, d'un monde de lumière, bref, sans cesse ils parlent de ça. Et il y a une raison à cela. C'est qu'en effet, nous expérimentons le rayonnement de nos consciences qu'on identifie à des choses comme étant extérieures et de la matière. Alors maintenant, nous allons faire une petite parenthèse sur deux expressions qu'on entend souvent mais qui sont très mal interprétées. Il est fréquent de lire dans les enseignements que tout est rêve. Et vous l'avez peut-être déjà entendu dire, tout est un rêve. Mais ça ne signifie pas que parce que c'est un rêve, eh bien, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de situation réelle, tout est vacuité, tout est rien. C'est pas du tout ça, faut pas du tout interpréter cette phrase tout est rêve comme ça. C'est la nature des apparences qui est semblable au rêve, exactement comme le rêve. Mais les causes et conditions qui font émerger ces apparences semblables au rêve, elles, les causes et conditions, sont différentes dans le rêve et dans la réalité. Donc si la nature des apparences est semblable au rêve, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas, vous n'avez pas des personnes dans votre entourage qui ont leur vécu. D'ailleurs, vous le savez, on a tous notre vécu. Donc on ne peut pas dire, toi t'es un rêve, je tiens pas compte de toi. Non, non, non. Si vous vous dites, mon compte en banque c'est un rêve, je peux le laisser à découvert, je vais pas avoir de problème, bien vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ce serait être fou que de dire tout est un rêve. Tout est comme un rêve, c'est-à-dire que la nature des apparences, lorsqu'elle est réalisée par les yogis, bien cette nature, en effet, ils expérimentent que les apparences sont comme un rêve. Ça ne signifie pas que tout dans la vie est comme un rêve, donc on peut faire n'importe quoi. Ce serait tomber dans le nihilisme, c'est-à-dire nier que la vérité relative, c'est-à-dire le fait que le monde est le monde, les êtres sont les êtres, les objets sont les objets, eh bien ce serait nier cette vérité relative-là. Parce que réaliser la nature illusoire, toute vacuité des apparences, ce n'est pas nier les individus, nier les situations, nier notre histoire, nier les lois physiques, non. En fait, c'est comme deux faces d'une pièce. D'un côté, vous avez la vérité ultime qui est la nature des apparences est vraiment semblable à un rêve, comme un arc-en-ciel, et de l'autre côté, vous avez toutes les lois relatives qui sont vraies. C'est-à-dire, il y a les individus, il y a les objets, entre guillemets, il y a des lois physiques. Vous avez des relations dans le monde, vous avez des responsabilités, vous avez des choses à assumer. Donc, tout est un rêve, il ne faut pas l'interpréter n'importe comment parce qu'on peut devenir fou avec cette phrase-là. Donc c'est comme toute est vacuité. L'expression vacuité, ça veut tout dire et rien dire si on ne l'étudie pas en détail. C'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui, mais j'en ferai d'autres sur le sujet. J'ai mis un lien sous la vidéo si vous voulez aller en détail étudier des choses en lien avec cette notion de vacuité, parce que la notion de vacuité touche différents plans de considération. C'est un domaine tellement vaste et profond que ça mérite vraiment des développements. Donc allez voir dans les liens sous la vidéo et vous allez être gâtés. Alors pourquoi il y a vraiment une séparation entre ces voies spirituelles et puis le monde de la physique et de la matérialité qui considère qu'il y a vraiment de la matière et des objets face à nous? Eh bien, parce que les spirituels ont préparé le terrain pour poser le mental, résorber certains mécanismes cognitifs qui ajoutent sur la réalité toute spirituelle, qui rajoutent des sensations, des perceptions de matérialité, solidité, etc. Et tout ce qu'on surajoute par rapport à la nature fondamentale des apparences, semblable au rêve, tout ce qu'on surajoute maintenant, les neuroscientifiques savent que ce sont des modèles internes. Et ces modèles internes, ils savent maintenant, par exemple, que la vue est façonnée par le toucher. Donc notre conscience sensorielle tactile va façonner notre regard
pour nous donner l'impression que ce que l'on voit, c'est solide. Et vous compreniez bien que le regard et le toucher, c'est pas le même sens. Donc pourquoi on voit que les choses sont solides? Parce que notre mémoire sensorielle du toucher va pétrir ou façonner notre regard. Donc on a l'impression qu'on voit des choses solides. Mais en vérité, la sensation de solidité, c'est un phénomène qui émane dans l'esprit parce qu'on a eu une expérience du monde avec ses lois physiques. Et les lois physiques ont leur raison d'être. On n'est pas en train de renier toutes les lois physiques de la solidité de tel ou tel objet, de telle ou telle matière. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de ce que l'on voit, ce que l'on a sous les yeux. Eh bien, les voies spirituelles nous disent c'est le rayonnement de notre conscience, donc complètement insubstantiel. Notre esprit est comme ce média qui génère cet environnement en fonction des stimuli qui impactent les organes des sens. Mais l'environnement déployé, c'est donc, on dit parfois, la matrice céleste, ou la matrice terre, peu importe l'élément, mais on va dire que c'est la matrice de l'esprit. Donc c'est tout spirituel. Dans ce sens-là, c'est exactement de même nature qu'un rêve. Sauf que dans un rêve, les conditions qui font émerger les apparences, ces conditions-là sont différentes des conditions qui font émerger les apparences à l'état de veille, ici et maintenant. Les conditions sont différentes, mais la nature des apparences, la nature des perceptions est exactement la même. Alors, quel est l'intérêt de réfléchir à ce genre de choses-là? Eh bien, tout d'abord, c'est d'essayer de comprendre intellectuellement que c'est fondé. Et ensuite, à partir du moment où notre intellect va avoir comme une conviction qu'en effet les spirituels ont raison, eh bien, on va se mettre en marche pour préparer le terrain, notre intériorité, pour pouvoir tomber dans l'expérience directe de ce qu'ils nous disent. Parce que c'est bien beau de le dire et de le comprendre, mais en vivre l'expérience directe, c'est-à-dire résorber tous ces mécanismes en particulier qui génèrent la sensation de matérialité, mais ça se prépare. Et donc l'ensemble des voies spirituelles ont des moyens très divers pour préparer l'esprit à, on va dire, comme tomber en sa propre nature profonde, c'est-à-dire réaliser la nature fondamentale des apparences, c'est reconnaître finalement notre vrai visage, puisque les apparences étant le rayonnement de nos consciences, elles sont donc notre corps subtil, puisque c'est le rayonnement de nos consciences, c'est donc nous, c'est donc notre vrai visage. Donc nous sommes bien plus que ce corps physique. Nous sommes également tout ce qu'il y a ici et maintenant autour de nous. Je ne suis pas tel ou tel objet. En fait, je suis l'habitant de ce corps physique, mais l'image que j'ai de mon environnement est le rayonnement de ma conscience. Et il en est de même pour vous. Alors l'intérêt d'étudier tout ça, ça va être que ça va vous donner envie d'étudier, de pratiquer et de réaliser ça. Mais quel est le but de la réalisation? Eh bien, on va dire, le but de réaliser cela, c'est simplement, on va pas chercher midi à 14 heures, c'est simplement d'être en phase avec la réalité. Si tout ce que l'on perçoit, c'est le rayonnement de nos consciences, eh bien la réalité, c'est que tout ce qu'on voit, ce sont nos consciences. Ça, c'est la réalité. Après, les stimuli qui vont conditionner ce qui va émerger dans l'esprit, les stimuli sont éventuellement propres au monde physique extérieur à nous, si vous voulez bien, puisqu'on ne fait pas la pluie et le beau temps, on n'est pas tout puissant. Ce n'est pas moi, c'est pas vous qui faites la météo. Mais ce qui rayonne devant vous, ce que vous voyez, votre environnement pluvieux ou ensoleillé, ce rayonnement-là en tant que tel, c'est votre esprit. Donc nous ne sommes pas tout puissants dans le sens où nous ne faisons pas la pluie et le beau temps, nous ne faisons pas l'actualité dans le monde, mais ce que l'on voit, ça c'est radicalement que notre esprit. Le réaliser, le méditer, le réaliser, l'expérimenter, c'est du coup s'aligner avec le réel. Et cet alignement va permettre de constater qu'au sein de tout ce déploiement que l'on appelle notre mandala, eh bien, le déploiement de toute cette manifestation, de toutes ces apparitions multisensorielles et mentales, eh bien, va comporter quelque chose de spécial que l'on va appeler moi, je,
qui sera qu'un élément parmi tout le reste. Mais cet élément, on va lui donner, par habitude, par conditionnement, plus de poids, plus d'importance que tout le reste. Et donc, on va affirmer moi et le reste. On va tomber dans la dualité. Et de là, à partir de l'émergence de la saisie de ce soi personnel, eh bien, vont émerger des mécanismes cognitifs qui vont nous emmener aux émotions perturbatrices. Mais l'émergence de la saisie d'un soi personnel individuel, l'ego, va être le point de départ de ce que l'on appelle le samsara. Le samsara étant ces mouvements cognitifs qui partent sans cesse de la saisie d'un soi et qui nous font affirmer j'aime, j'aime pas, je souhaite, je ne souhaite pas, je rejette, c'est beau, c'est moche, etc. Et de là, eh bien, on va errer dans ce que l'on appelle les 6 mondes du samsara avec des affects et on va sans cesse renaître dans des états psychiques qui vont naître avec la saisie d'un soi, d'un ego. Ces états psychiques vont se déployer dans le temps, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais on va avoir telle ou telle émotion. Ensuite, cette émotion va disparaître, ce centre, cet ego va éventuellement se résorber et puis réémerger quelques secondes après, quelques heures après, mais bref, sans cesse, ce centre, cet ego, moi je, émerge, est pétri par nos conditionnements, notre tempérament et nos émotions, nous fait réagir, et ces réactions vont planter des graines qui vont encore façonner nos conditionnements, et on va être sans cesse pétri dans le tumulte des conditionnements qui naissent de la saisie d'un soi, d'un ego, alors que ce soi personnel, il n'est qu'un détail parmi tout le reste. Donc méditer ce que je viens de vous expliquer auparavant sur la nature essentielle des phénomènes qui ne sont que le rayonnement de notre esprit, et le réaliser véritablement, ça va nous permettre de nous aligner avec ce que nous sommes en tant que conscience totale ou radicale. Donc c'est ce que l'on appelle accéder à la présence radicale. C'est un terme traditionnel. Une fois qu'on s'est reconnecté, donc c'est ce que l'on peut aussi appeler notre divinité dans les traditions gnostiques. Une fois qu'on va s'être reconnecté à cela, on va identifier nos mécanismes égotiques samsariques et on va les observer pour analyser ce que c'est en suivant les écoles qui étudient en particulier la vacuité de ce soi personnel. On va étudier ce que c'est, ce que ce n'est pas, et ça va nous permettre de transcender tous ces mécanismes illusoires, samsariques, égotiques. Et donc on va accéder à différentes formes de nirvana. Et puis si on réalise la nature ultime des phénomènes comme étant le rayonnement de l'esprit, notre divinité, eh bien on va accéder à un éveil plus complet, puisqu'on parle de petit nirvana ou de plus grand nirvana. Donc c'est des notions subtiles différentes et des niveaux de pratique et de réalisation différentes. Mais quoi qu'il en soit, c'est du coup un domaine qui est bien différent, qui place le monde des objets qui nous entourent sur un tout autre plan que celui du monde de la physique. Et l'expérience concrète des yogis qui ont réalisé ce que l'on appelle le corps d'arc-en-ciel, eh bien, l'expérience de ces yogis, c'est qu'en fait, le monde de la matérialité est perçu comme complètement spirituel, donc les apparences sont le rayonnement de cette conscience, de notre esprit, donc les apparences sont semblables à des arcs-en-ciel, bien qu'elles aient telle ou telle forme, telle ou telle couleur, propre à ce que l'on appelle le monde. Donc les yogis qui réalisent la nature fondamentale des apparences actualisent ce que l'on appelle le corps d'arc-en-ciel, et depuis ce mode d'être-là, qui n'est pas sur une autre planète, eh bien ils vont aider les êtres à réaliser la même chose. Donc ils vont œuvrer dans le monde pour guider et aider les êtres à réaliser la même chose. Et ces yogis qui ont réalisé le corps d'arc-en-ciel comprennent que tous les êtres sont déjà également dans cette condition-là, dans cet état-là, mais ils ne reconnaissent pas que c'est déjà comme ça, y compris pour eux. Les pratiques qui permettent d'aborder ce genre de notions de façon pratique, concrète, pour vous placer dans l'expérience directe, eh bien, ce sont les pratiques telles que les 6 yogas de Naropa, les 6 yogas de Niguma, Sukhasiddhi. Donc, dans ces yogas, vous avez par exemple le yoga du corps illusoire, le yoga du rêve, le yoga de la claire lumière ou le yoga de la chaleur félicité, Tummo. Donc, ce sont des yogas qui préparent l'individu à vivre l'expérience, qui aident l'individu à sceller l'expérience et accroître, intégrer l'expérience au cœur de l'ensemble de son quotidien. Donc si ce type de pratique vous intéresse,
Eh bien écoutez, il y a plusieurs façons de les recevoir. On peut en recevoir la quintessence, ou alors on peut en recevoir de façon traditionnelle, extensive, toutes les pratiques. Eh bien écoutez, restez connectés à ce que je vous propose sur cette chaîne YouTube et sur mon blog Terre de Repos, parce que j'ai des choses innovantes, s'appuyant sur la tradition, à vous proposer. Donc restez bien connectés et je vous garantis que vous allez être gâtés. J'ai 35 étudiants actuellement qui reçoivent un ensemble de pépites qu'ils dégustent peu à peu, et je vous garantis qu'ils ont été surpris par ce qu'on suit ensemble. Donc restez bien connectés, j'ai des choses à vous partager. Donc je vous dis à tout bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à ma newsletter, et je serai ravi de répondre à vos éventuelles questions. Merci à vous et à bientôt.